Bien, bonjour Caroline Galeotti. Un grand merci d'avoir répondu à la demande de la filière FA2R. La sortie d'un PNDS est toujours un grand événement. Et nous avons le PNDS Kawasaki qui est en ligne depuis le mois d'août. Et c'est avec grand plaisir que je vous invite donc à le présenter à tous les membres de notre filière FA2R. Bonjour Eric, merci de m'avoir proposé justement de présenter ce PNDS donc, qui est sorti très récemment. Au mois d'août, et puis j'en profite aussi pour dédier ce PNDS au professeur Rolando Simas qui malheureusement s'est éteint lors de la finalisation de ce PNDS, et c'est un pédiatre rhumatologue qui s'est énormément impliqué au niveau de la rhumatologie pédiatrique européenne, au niveau international, et surtout il était très impliqué dans la maladie de Kawasaki et avait organisé le premier congrès européen de la maladie Kawasaki avec le professeur Konepo. Donc je vous présente ce PNDS. Moi j'étais la co-coordinatrice avec le professeur Konepo, et vous voyez donc tous les auteurs qui ont participé à ce PNDS. Donc il y avait des cardiologues, des pédiatres, rhumatopédiatres, dermatopédiatres, ainsi que des internistes. Alors bien sûr, un PNDS commence toujours par les points pour le médecin traitant. Donc nous avons rappelé l'importance du diagnostic rapide de cette pathologie, étant donné le risque coronaire, qu'il faut identifier les populations à risque concernées par cette pathologie. La description des signes cliniques cardinaux qui peuvent être non synchrones et des signes généraux marqués comme l'irritabilité. Avec également des signes digestifs, notamment nous rappelons l'importance des signes digestifs avec l'inappétence, la diarrhée et les douleurs abdominales. L'orientation des patients aussi qui est très importante, bien savoir reconnaître les signes d'insuffisance cardiaque qui vont amener le médecin traitant à finalement appeler le SAMU pour transférer le patient le plus rapidement possible à l'hôpital. Bien sûr, le traitement de cette maladie est toujours hospitalier, donc il faut adresser le patient à l'hôpital. Cette maladie a un pronostic plutôt bon, et dans ce PNDS, il sera rappelé également qu'il faut adapter le calendrier vaccinal étant donné que les patients sont traités par des immunoglobulines intraveineuses. Alors ensuite, il y a les 25 points essentiels de la maladie de Kawasaki. Donc on rappelle que le diagnostic est essentiellement clinique et que les critères internationaux sont bien sûr d'une aide très importante. Les signes cutanéo-muqueux de la maladie de Kawasaki ne sont pas toujours tous présents au moment du diagnostic, et ils doivent être recherchés parfois rétrospectivement à l'interrogatoire. Une fièvre prolongée inexpliquée chez un nourrisson présentant un syndrome inflammatoire biologique doit faire évoquer une maladie de Kawasaki, car il présente rarement tous les signes de la maladie. Bien que ne faisant pas partie des critères internationaux, l'irritabilité, l'érythème du périnée ainsi que l'inflammation sur la cicatrice du BCG sont une aide au diagnostic de la maladie de Kawasaki. On rappelle aussi que la maladie de Kawasaki peut se présenter de façon trompeuse sous la forme d'un pseudo-adénophlégmon rétropharyngé ou paratrachéal. Une co-infection virale et ou une méningite lymphocytaire chez un patient ne justifie pas une remise en question du diagnostic de maladie de Kawasaki. Alors, compte tenu du risque de complications cardiaques précoces, la seule suspicion du diagnostic clinique suffit à l'instauration rapide du traitement, donc bien sûr en milieu hospitalier. La présence de signes d'insuffisance circulatoire comme la pâleur, la dyspnée, la tachycardie, l'hépatomégalie et l'instabilité tensionnelle implique un transfert en soins intensifs avec, si nécessaire, recours préalable au SAMU. Dans la suite des points, donc les indicateurs d'une forme sévère d'emblée, qui sont l'âge inférieur à 1 an, la présence d'un choc et ou d'un syndrome d'activation macrophagique, la présence de dilatation ou d'anévrisme coronaire précoce. La réalisation de l'échographie cardiaque est nécessaire pour dépister les complications, notamment les anévrismes coronaires, mais elle ne doit pas différer la mise en route du traitement. Une échographie cardiaque normale n'élimine pas le diagnostic non plus.
Les mesures des coronaires doivent être rapportées à la surface corporelle et exprimées sous forme de Z-score afin de permettre une comparaison dans le temps. Le traitement de référence de la maladie de Kawasaki comporte une perfusion intraveineuse d'immunoglobulines polyvalente à la dose de 2 g/kg administrée en une seule fois et associée à l'aspirine. Le traitement par aspirine est poursuivi à dose antiagrégante de 3 à 5 mg/kg jour jusqu'à au moins 5 semaines après le début de la maladie. Le traitement par IGIV doit être administré dès le diagnostic de maladie Kawasaki, entre 4 et 10 jours après le début de la fièvre. Ceci permet de diminuer le risque d'anévrisme coronaire de 25 à 5 %. Après 10 jours d'évolution, le traitement par IGIV est justifié en cas de persistance de la fièvre et ou de signes biologiques inflammatoires, notamment si la CRP reste élevée. La résistance est définie par la persistance ou la recrudescence de la fièvre au-delà de 36 heures après la fin de la perfusion d'IGIV. Elle nécessite une intensification thérapeutique car elle est associée à un risque de complications cardiaques. Le retard à la mise en route du traitement par IGIV et ou la présence d'un indicateur d'une forme sévère d'emblée sont des risques de résistance au traitement par IGIV. Ces situations devront être discutées avec un centre expert pour une intensification thérapeutique d'emblée. La positivité du score de Kobayashi peut être prise en compte, comme un risque de résistance dans des populations de toute origine. Le score Kawanet de prédilection de résistance aux IGIV peut être utilisé, lui, pour toutes les populations non asiatiques. L'intensification thérapeutique inclut notamment une deuxième perfusion d'IGIV, les corticoïdes, l'infliximab et l'anakinra. Le suivi cardiologique d'un patient avec une maladie de Kawasaki non compliquée doit inclure 3 échographies cardiaques au total au diagnostic, 1 à 2 semaines après le diagnostic et 4-6 semaines après le début de la fièvre. Les patients ayant des anomalies coronaires avec un Z-score supérieur à 2,5 nécessitent des surveillances plus fréquentes jusqu'à ce que les dimensions luminales aient cessé de progresser. Un anévrisme géant est défini par un diamètre coronaire de plus de 8 mm ou un Z-score supérieur ou égal à 10. Ces patients nécessitent un traitement anticoagulant par AVK ou héparine associé à un traitement antiagrégant. Une éducation aux AVK doit être faite et validée avant le retour à domicile pour limiter au maximum les complications induites par ce traitement. Les enfants peuvent mener une vie normale, l'activité physique et la pratique sportive sont conseillées. L'adaptation de certaines pratiques sportives ne concerne que les patients nécessitant une surveillance cardiologique prolongée. Voilà pour l'essentiel en 25 points. Maintenant, je vais reprendre les critères diagnostiques de la maladie de Kawasaki. Donc, 5 critères diagnostiques qui sont l'hyperémie conjonctivale, l'achéélite avec la langue framboisée, la rougeur de la cavité buccale qui représente l'énanthème, l'adénopathie cervicale supérieure ou égale à 1,5 cm, l'exanthème diffus et l'œdème des mains et des pieds ou la rougeur des paumes et des plantes, donc ce qui constitue l'atteinte des extrémités, bien sûr chez un enfant qui présente une fièvre de plus de 5 jours. Alors, voici un schéma d'un petit patient qui présente d'autres manifestations de la maladie de Kawasaki. Donc on peut retrouver aussi qui ne font pas partie des signes cardinaux. En rouge sont indiquées les complications graves. Donc au niveau neurologique, les patients peuvent présenter des méningites aseptiques, une encéphalite sévère, un accident vasculaire cérébral. Au niveau ophtalmologique, une atteinte rétinienne, une uvéite antérieure. Il a également été décrit des myosites des muscles respiratoires et ORL. Au niveau rénal, également des complications, insuffisance rénale aiguë et sévère, syndrome hémolytique et urémique, la leucocyturie aseptique qui est fréquemment rencontrée. Au niveau cutané, donc la desquamation du siège, la réactivation du BCG, la chromonychie. Et puis, plus grave, la nécrose, la gangrène des extrémités, ce qui a déjà été décrit. Les patients peuvent avoir des véritables arthrites. Et puis, également, au niveau digestif, des complications graves comme ischémie, hémorragie digestive, moins sévères, plus fréquents. Les signes digestifs comme les nausées, vomissements, diarrhée, douleur abdominale. L'hépatomégalie en rouge, car elle peut être le signe d'une insuffisance cardiaque, bien sûr, donc être très vigilant, un signe vraiment à rechercher.
l'hydrocholésis qui est souvent décrit, l'angiocolite. Au niveau cardiaque, le Kawa Disease Shock Syndrome, la tamponnade, la péricardite et puis la myocardite qui est décrite dans cette maladie. Au niveau d'autres syndromes, le syndrome d'activation macrophagique, syndrome de fuite capillaire, le syndrome de sécrétion inappropriée d'hormones antidiurétiques, tout cela a été décrit dans la maladie de Kawasaki. Et puis, ces patients peuvent présenter des anévrismes des axes artériels autres que les coronaires. Alors, dans les diagnostics différentiels, il y a toute une partie dans le PLDS, mais surtout, il faut considérer la maladie de Kawasaki comme diagnostic différentiel chez un nourrisson, par exemple, de moins de 6 mois, présentant une fièvre prolongée et une irritabilité. Ne pas passer à côté, même s'il ne présente pas tous les signes cardinaux de la maladie. Il faut y penser devant des nourrissons qui présentent une fièvre prolongée et une méningite aseptique inexpliquée. Des nourrissons ou enfants présentant une fièvre prolongée ou un choc inexpliqué avec des cultures bactériennes négatives. Des nourrissons ou enfants présentant une fièvre prolongée et lymphadénite cervicale ne répondant pas au traitement antibiotique. Nourrissons ou enfants présentant une fièvre prolongée et un phlegmon rétropharyngé ou paratrachéal sans réponse aux antibiotiques. C'est vraiment des formes que l'on peut rencontrer et il faut se méfier en cas de non-réponse aux antibiotiques. Alors, un tableau comparant les PIMS qui nous ont beaucoup occupé ces derniers mois avec la maladie de Kawasaki, puisqu'on a bien sûr constaté qu'il y avait des similitudes cliniques dans ces deux pathologies. Alors, l'âge médian, l'enfant avec un PIMS en général est plus âgé, avec une médiane entre 5 et 10 ans, contrairement à la maladie de Kawasaki entre 1 et 5 ans. Les signes digestifs initiaux sont plus marqués dans le PIMS. L'hyperémie conjonctivale se retrouve dans les deux syndromes, ainsi que l'exanthème. L'adénopathie cervicale est moins souvent rencontrée dans le PIMS, ainsi que la modification des extrémités. La reteinte coronaire, on l'a vu dans le Kawasaki bien sûr, mais très peu exceptionnellement, des dilatations surtout dans le PIMS. Plus de dysfonction ventriculaire gauche dans le PIMS. Et au niveau biologique, la thrombopénie va être plus marquée chez les patients présentant un PIMS et également la lymphopénie qui est plus marquée dans le PIMS. Alors au niveau des examens complémentaires, donc les examens de première intention vont comporter bien sûr une numération, le bilan inflammatoire, le bilan hépatique avec souvent des petites cytolyses hépatiques chez les patients avec maladie de Kawasaki, le CBU qui va pouvoir nous montrer une leucocyturie aseptique, les hémocultures pour le diagnostic différentiel, ainsi que le CG et l'échographie cardiaque. Les examens, plus à discuter, ces patients vont être traités par des immunoglobulines intraveineuses, donc il est de bon ton de prélever des sérologies virales, une sérothèque, pour y revenir si jamais on pense plus à un diagnostic différentiel par la suite, mais que le patient a déjà été traité. L'échographie abdominale qui peut objectiver un hydrocholécyste, la ponction lombaire si l'enfant est méningé, ponction articulaire mais pas nécessairement, juste si vraiment on pense à une arthrite septique, et puis les triglycérides, la ferritine, l'hémostase en cas de doute sur un syndrome d'activation macrophagique. Le dosage de la troponine et du NT-proBNP n'est pas fait de façon systématique, il sera plus effectué en cas de doute sur un PIMS, avec une sensibilité et une spécificité qui ne sont pas connues dans la maladie de Kawasaki. Alors, pour l'identification et le suivi des atteintes des coronaires, il faut mesurer la taille de la coronaire en fonction du Z-score. Donc, quand le Z-score est inférieur à 2, il n'y a aucune anomalie coronarienne. Entre 2 et 2,5, on parle de dilatation coronarienne. Supérieur ou égal à 2,5 jusqu'à 5, un petit anévrisme. Entre 5 et 10 ou avec une dimension absolue à 8 mm, on parle d'anévrisme moyen. Et puis supérieur ou égal à 10 ou dimension absolue supérieure ou égale à 8 mm, on parle d'anévrisme géant.
En fonction de ce Z-score, cela va nous permettre de déterminer le suivi échocardiographique. Donc chez des patients non compliqués, on va faire l'échographie dans les 1 à 2 semaines qui suivent la fièvre, puis 4 à 6 semaines après le traitement. Lorsqu'il y a des anomalies coronariennes importantes avec un Z-score supérieur à 2,5, on fera l'échographie 2 fois par semaine jusqu'à ce que les dimensions luminales aient cessé de progresser. Pour les patients avec développement d'anévrisme à risque élevé de thrombose coronarienne, le suivi va être plus rapproché avec des échographies 2 fois par semaine tant que les dimensions augmentent rapidement, puis 1 fois par semaine dans les 45 premiers jours de la maladie et 1 fois par mois jusqu'au 3e mois après le début de la maladie. Il y a des facteurs prédictifs d'athlète coronaire qui ont été identifiés que vous pouvez retrouver dans le papier Cher 2019. Donc, se méfier des enfants de moins d'1 an, l'état de choc, l'inflammation majeure et les stigmates d'activation macrophagique, l'anévrisme coronaire ou périphérique initiaux et un score de risque élevé tel que le score de Kobayashi supérieur ou égal à 5. Au niveau de la prise en charge thérapeutique initiale, donc il faut bien sûr évaluer le risque. Donc comme je vous redisais, les patients à haut risque, surtout les patients avec un âge inférieur à 1 an, en état de choc, ayant une inflammation majeure, avec des stigmates d'activation macrophagique, un vrai syndrome d'activation macrophagique, et ayant des dilatations des anévrismes coronaires précoces, ces patients-là doivent recevoir des corticoïdes tout de suite associés aux IGIV. Donc on peut mettre la méthylprénisolone à 0,8 mg/kg toutes les 12 heures en IVSE pendant 5 à 7 jours ou jusqu'à normalisation de la CRP, puis relais par prénisone ou prénisolone Peros à la dose de 2 mg/kg jour avec une décroissance sur la 2e et 3e semaine et puis un arrêt. Ou alors on peut également faire des bolus de corticoïdes, donc méthylprénisolone de 10 à 30 mg/kg toutes les 24 heures pendant 3 jours, maximum 1 g par jour, avec un relais ensuite par prénisone ou prénisolone Peros à la dose de 2 mg/kg jour pendant 4 jours ou jusqu'à normalisation de la CRP avec ensuite une décroissance sur la 2e et 3e semaine puis un arrêt. Associé à ce traitement, bien sûr, les IGIV à 2 g/kg en une seule perfusion intraveineuse dans les 10 jours suivant le début de la maladie, dès que possible après le diagnostic. Les IGIV après le 2e jour de la maladie seront quand même administrés si il y a une fièvre qui est persistante, sans autre explication anomalie coronaire accompagnée d'une inflammation systémique continue, comme une élévation de l'AVS ou de la CRP. Associé à ce traitement, on associe donc de l'aspirine à dose modérée, anti-inflammatoire, 30 à 50 mg/kg jour en cas de prise, jusqu'à ce que le patient soit apyrétique. À défaut, au minimum, un traitement anti-agrégant à la dose de 3 à 5 mg/kg jour est proposé pendant 6 semaines en l'absence de complications. Alors voilà, ça c'est, je vous représente là les scores prédictifs que vous retrouvez dans le PNDS de non-réponse aux IGIV. Donc plusieurs scores ont été élaborés, notamment le score de Kobayashi qu'on connaît le mieux, mais qui finalement est très peu sensible dans la population européenne. Et donc très récemment, un nouveau score, Kawanet, a été publié en 2020 avec une sensibilité qui est meilleure dans la population européenne, avec donc comme critères qui vont rentrer dans ce score prédictif de non-réponse aux IGIV, les ALAT supérieurs ou égal à 30, l'hépatomégalie, la lymphopénie inférieure à 2400 et le délai de traitement inférieur à 5 jours. Alors, en ce qui concerne les traitements de 2e ligne, où on a quelques études randomisées, mais vous voyez les niveaux d'évidence pour ces traitements vont du 1B au niveau 4, et donc
Souvent, les patients sont traités une deuxième fois par les immunoglobulines intraveineuses à 2 grammes kilo. On a quelques études randomisées, un niveau d'évidence de type 3. La méthylprénisolone IV aussi, avec 2 modalités différentes, soit 2 mg kg jour en IV pendant 5 à 7 jours ou jusqu'à normalisation de la CRP, puis prénisone Peros à 2 mg kg jour avec une décroissance sur 2 à 3 semaines. Les bolus sont également possibles avec des doses de 10 à 30 mg kg jour, 3 jours de suite relayées par de la prénisone Peros. L'infliximab aussi, à 10 mg kg IV. Il y a également la cyclosporine A qui peut être proposée comme traitement de deuxième ligne. Le cyclophosphamide, alors vraiment bien sûr, de toute façon ces traitements seront proposés après avis d'experts. Et puis l'anakinra avec une étude prospective qui est sortie assez récemment, l'étude Kawakinra, où l'anakinra a été utilisée à la dose de 4 mg à 8 mg kg jour pendant 14 jours, et ce qui avait permis une régression des anévrismes des coronaires. Alors bien sûr, donc on a vu, on va stratifier les patients en fonction du risque cardiaque, également pour le suivi. Donc le niveau 1, cela correspond donc à un Z-score inférieur à 2. Niveau 2, dilatation uniquement avec le Z-score entre 2 et 2,5. Niveau 3, un petit anévrisme avec le Z-score de 2,5 à 5. Après, il y a différents niveaux encore dans le niveau 3, le 3.1, 3.2. Le niveau 4, surtout des anévrismes moyens, donc entre 5 et 10, ou une dimension absolue inférieure à 8 mm. Et le niveau 5, c'est l'anévrisme large et gémant avec un Z-score supérieur ou égal à 10. Donc en fonction du niveau de risque, bien sûr, le traitement ainsi que le rythme de suivi et la surveillance par imagerie va différer. Donc lorsque le patient n'a pas eu d'anomalie durant toute la phase aiguë, il est traité par aspirine, on l'a vu, à dose antiagrégante de 3 à 5 mg kg jour pendant 6 semaines. On ne fera pas d'imagerie cardiaque supplémentaire à part les 3 échographies cardiaques. Et puis ces enfants ne vont pas bénéficier d'un PAI à l'école. Pour les patients avec un risque de niveau 2 qui présentent une dilatation simple, chez qui cette dilatation a régressé avant 1 an, les patients donc, vont avoir de l'aspirine également pendant 6 semaines. Pour les patients qui présentent un petit anévrisme, ces patients-là vont avoir l'aspirine pendant 1 an et un arrêt si normalisation. Ces patients auront un scanner à 12 mois comme examen de référence avec une échographie cardiaque annuelle. Pour les patients qui ont un anévrisme moyen, eux, ils vont avoir l'aspirine à vie. Va se discuter également d'y ajouter un autre antiagrégant plaquettaire qui est le clopidogrel. Et puis la surveillance donc, par coroscanner donc à 12 mois. Et puis également une échographie tous les ans, voire une IRM cardiaque. Les patients qui ont un anévrisme géant, eux aussi auront l'aspirine à vie. Et puis également, ils vont avoir un anticoagulant pour prévenir les thromboses. Donc ça va être l'HBPM et avec un relais ensuite par AVK dès que possible, avec comme cible 2 à 3. Bien sûr, dans la surveillance de l'imagerie, un coroscanner entre 6 et 12 mois comme examen de référence. Et puis ensuite, une imagerie non irradiante tous les 6 mois pour bien sûr détecter la thrombose. Et cette dernière diapo pour vous dire les nouvelles recommandations concernant la vaccination lorsqu'on a eu une maladie de Kawasaki. Donc pour les vaccins inactivés, donc inertes, la réponse vaccinale n'est pas influencée en fait par l'administration d'immunoglobulines intraveineuses. Donc on ne va pas faire de modification du calendrier vaccinal.
En revanche, pour les vaccins vivants, on sait que les IgIV polyclonales peuvent inactiver certains vaccins à virus vivants et donc réduire leur immunogénicité. Donc en France, ça va surtout se poser pour le vaccin contre la rougeole, oreillon, rubéole et contre la varicelle. Et donc le taux anticipé d'anticorps naturels contenu dans les préparations d'IgIV ne devrait pas poser de soucis pour les autres vaccins vivants, notamment la fièvre jaune. Ce qui fait qu'il y a un délai nécessaire entre l'administration des IgIV et de ces vaccins vivants. Et celui-ci va dépendre de la dose totale d'immunoglobuline administrée. Donc lorsque les patients ont reçu 1 g/kg, on va respecter un délai de 10 mois entre l'administration d'IgIV et le vaccin ROR ou VZV. Lorsqu'il a reçu 2 g/kg, on respecte un délai de 11 mois entre l'administration d'IgIV et le vaccin ROR ou VZV. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Caroline pour cette excellente synthèse de ce PNDS Kawasaki. J'aurais 2 questions à te poser. La première concerne le Covid. Y a-t-il eu des co-infections Kawasaki et SARS-CoV-2? Oui, c'est une très bonne question. On pouvait se poser la question effectivement chez des patients donc, qui avaient moins de 5 ans, qui avaient des signes complets, tous les signes de la maladie de Kawasaki avec cette infection à SARS-CoV-2. Donc il y en a quand même beaucoup qui ont été étiquetés PIMS finalement, mais ces patients, on a été très vigilants de les traiter par IgIV en se disant que ça pouvait être des véritables maladies de Kawasaki, parce que c'est vrai que dans la maladie de Kawasaki, on n'a pas mis en évidence de trigger infectieux particulier, pas de virus en particulier. Donc le SARS-CoV-2 pouvait complètement induire, être le trigger de cette maladie de Kawasaki. Concernant toujours le Covid, est-ce que les patients qui ont fait un Kawasaki, vous les vaccinez, vous recommandez de les vacciner contre la Covid-19? Alors ça, c'est une bonne question. Ça a été, il y a eu plus de débats, surtout pour les patients qui avaient eu un PIMS et qui ensuite devaient être vaccinés après par contre le Covid-19. Donc là, on avait déconseillé la vaccination. Là, c'est vrai que pour la maladie de Kawasaki, on a eu durant cette période finalement très peu de patients, mais bon, on s'est longtemps pas posé la question parce que finalement les vaccins n'étaient pas disponibles pour ces enfants-là, ces enfants de moins de 5 ans. Hein, donc, et après finalement, quand le vaccin est arrivé pour ces enfants, se pose la question, il n'y a pas c'est pas déconseillé formellement. Voilà, la vaccination n'est pas déconseillée formellement pour ces patients, mais il s'agit de patients souvent qui ont moins de 5 ans et qui ne font pas a priori de forme sévère de Covid-19. Et une dernière question, en tant que médecin d'adulte, je me pose toujours la question, mais que deviennent ces enfants à l'âge adulte et que deviennent-ils quand ils prennent de l'âge? Est-ce qu'ils font de l'athérosclérose accélérée des coronaires? Est-ce qu'ils gardent parfois des anévrismes coronaires à l'âge adulte? Ou qu'en est-il? Avez-vous des séries de Kawasaki d'enfants qui ont pris 30-40 ans et qu'en est-il? Oui, bien sûr, le risque, effectivement, c'est ça. Hein. Donc, c'est des patients qui vont être... alors, tout dépend bien sûr du type d'anévrisme qu'ils ont présenté. Mais lorsqu'ils ont présenté un vrai anévrisme et pas juste une dilatation, effectivement, ils sont à risque d'athérome et ils sont surveillés vraiment de façon très régulière pour détecter ce type de complications. Mais on sait bien sûr que c'est le lit, cette inflammation va être le lit après de l'athérome. Et oui, ça a été décrit même des infarctus chez des jeunes adultes ensuite de 20-25 ans qui avaient eu une maladie de Kawasaki dans l'enfance. Eh bien voilà, merci beaucoup encore d'avoir donné un petit peu de temps pour la filière IFA2R et tous ses membres pour cette belle synthèse sur la maladie de Kawasaki. PNDS fait en collaboration et avec Isabelle Conepo et tout un tas de rédacteurs. Merci à tout le monde.
Merci Eric.